Imaginez, les grands du G7, qui, il y a 2 ans, affirmaient pouvoir mettre l'économie russe à genoux, se retrouvent aujourd'hui à supplier justement cette Russie de ne pas fermer le robinet de ses exportations énergétiques. Une image qui aurait été impensable en 2022. Mais c'est bien la réalité de cette semaine. En urgence, non pas lors d'un sommet planifié, mais dans la précipitation, les ministres des Finances et de l'Énergie du G7, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, États-Unis, Royaume-Uni, se réunissent virtuellement pour adresser une demande exceptionnelle à la Russie et à la Chine. Leur message ? S'il vous plaît, ne restreignez pas vos exportations de pétrole, de gaz, de charbon. Pensez-y une seconde. Ce sont ces mêmes pays qui, il n'y a pas si longtemps, imposaient plafonnement des prix du pétrole russe, interdisaient l'importation de gaz et de produits pétroliers sur leur propre territoire, et promettaient une rupture totale avec les hydrocarbures russes d'ici 2027. Ce sont encore eux qui ont, tacitement, soutenu les frappes sur les terminaux russes d'exportation. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est la panique. Une réunion d'urgence, des appels à la retenue, la crainte affichée d'un choc économique majeur si la Russie décide, elle, de fermer le robinet. Le contraste est saisissant. Hier, on nous assurait que la Russie serait isolée, privée de clients, contrainte de brader son pétrole à perte. Aujourd'hui, ce sont les acheteurs qui se bousculent pour obtenir ces mêmes barils, d'Asie du Sud-Est jusqu'en Inde et en Chine. Même les Philippines, l'Indonésie, le Vietnam, tous veulent leur part, prêts à payer le prix fort, sans le moindre plafond, sans conditions politiques. La Russie n'a plus besoin de convaincre personne. Ce sont les clients qui font la queue. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le baril au-dessus de $100, la production russe stable autour de 10 millions de barils par jour et une majorité déjà prévendue à des partenaires stables. Les sociétés russes, loin de courir après les volumes, privilégient désormais la stabilité et la minimisation des risques de sanctions. Ce n'est plus la Russie qui cherche des débouchés, c'est la demande mondiale qui vient à elle. Et face à cette réalité, même le G7 doit revoir sa copie. Encore plus surprenant, dans leurs déclarations, les ministres du G7 en appellent aussi à la Chine, de ne pas restreindre ses exportations d'énergie. La Chine, un pays qui est avant tout importateur massif de pétrole, de gaz, de charbon. Même les étudiants en économie le savent. Mais la peur d'un manque d'approvisionnement est telle que toutes les certitudes vacillent. Alors, question. Sommes-nous encore dans la diplomatie ou déjà dans la panique ? Car ce basculement du rapport de force n'est pas qu'un jeu d'images. Il annonce une volatilité qu'on n'avait plus vue depuis longtemps. Si on rate ce virage, si on continue à raisonner avec les vieux schémas de 2022, c'est notre sécurité économique, nos factures d'énergie, nos perspectives d'avenir qui sont en jeu. Pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces requêtes et cette réunion d'urgence, revenons ensemble sur le contexte de la crise énergétique mondiale et voyons comment la Russie en est arrivée à inverser totalement la donne. On nous avait promis l'effondrement de la Russie. Où en sommes-nous vraiment ? Souvenez-vous, c'était début 2022. Les capitales occidentales alignaient leurs communiqués, les plateaux télé affichèrent des certitudes. Avec un embargo européen, des plafonds de prix sur le pétrole russe et des sanctions financières jamais vues, la Russie allait, disait-il, s'effondrer économiquement, perdre ses revenus énergétiques et être réduite à supplier l'Occident pour survivre. Joe Biden, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, tous martelèrent le même message. L'isolement total de la Russie était imminent, inévitable, et le Kremlin finirait à genoux. C'était le plan, c'était l'assurance affichée. Le pétrole russe, pensait-on, allait se retrouver sans acheteur, les caisses de l'État fondraient, et le pays serait étranglé. Mais regardons où nous en sommes aujourd'hui. Scène improbable. Les mêmes dirigeants du G7, qui prétendaient tenir la Russie à la gorge, sont désormais obligés de demander, presque de supplier, la Russie, de ne pas réduire ses ventes de pétrole et de gaz. Pire encore, ils se tournent aussi vers la Chine, l'un des plus grands importateurs mondiaux, pour lui demander de ne pas limiter ses exportations d'énergie, alors même que la Chine n'en exporte pratiquement pas. On est passé du discours de fermeté aux demandes pressantes, de la sanction à la supplique. Alors, que s'est-il passé ?
Il faut bien comprendre la logique initiale. Les Occidentaux misaient sur l'idée qu'en coupant la Russie de leur marché, ils allaient lui ôter tout levier. Limiter les revenus pétroliers, imposer des plafonds de prix, refuser d'acheter du gaz. Tout était orchestré pour laisser la Russie sans issue et créer une pénurie de revenus. Sur le papier, c'était implacable. Qui, sinon l'Europe, pouvait absorber autant de pétrole ou de gaz? La Russie, pensait-on, n'aurait pas d'autre choix que de brader sa production ou de fermer les vannes. Pourtant, la réalité du marché énergétique mondial, elle, n'a pas attendu pour bouger. Car avec un baril à plus de $100, Moscou n'a pas eu besoin de vendre plus pour gagner autant, voire plus. La production reste élevée, entre 10 et 10,5 millions de barils par jour, mais les flux ont simplement changé de direction. Priorité désormais à ceux qui n'ont pas sanctionné, la Chine, l'Inde et toute une série de nouveaux acheteurs en Asie du Sud-Est. Ce n'est plus une menace, ni une posture, c'est un fait. La Russie ne quémande plus. Elle choisit. À qui vendre, à quel prix et selon quelles conditions. Les contrats s'empilent, chaque tanker qui file vers l'Est atteste de ce nouvel ordre. Ce qui frappe, dans l'attitude du G7 aujourd'hui, c'est le décalage avec la réalité. Demander à la Chine, premier importateur mondial, de ne pas limiter ses exportations d'énergie, c'est comme demander à un passager de train de ne pas piloter l'avion. Mais ce n'est pas une simple erreur. C'est le signe d'un désarroi. Parce que derrière ces appels, il y a une inquiétude. Le marché ne se calme plus. Il s'inquiète. Les traders ne lisent pas les communiqués officiels. Ils font les comptes. Et quand ceux qui prétendaient maîtriser la situation se retrouvent à faire des demandes qui défient la logique économique, c'est un aveu de perte de contrôle. Voilà le vrai enjeu pour nous tous. Croire que l'Occident contrôle tout, c'est risquer d'ignorer la réalité d'un monde où les centres de gravité bougent, où l'argent, la sécurité économique et la crédibilité changent de camp. Rester prisonnier d'une vision dépassée, c'est prendre de mauvaises décisions au pire moment. Mais alors, comment la Russie a-t-elle renversé la tendance et retrouvé une position dominante sur le marché mondial? C'est ce qu'on va explorer maintenant. Ce ne sont plus les Russes qui cherchent preneurs. Ce sont les clients qui font la queue. C'est le cœur du renversement. La Russie a basculé du statut de mendiant à celui de maître du jeu. Oubliez l'image d'un fournisseur désespéré tentant d'écouler son brut à bas prix. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les acheteurs s'arrachent le pétrole et le gaz russe, prêts à patienter et à payer le prix fort. Chine, Inde, mais aussi Philippines, Indonésie, Thaïlande, Vietnam. Tous alignent leurs offres, leurs tankers, et signent des contrats fermes, souvent sans aucune condition politique. Ce sont des accords pragmatiques, fondés uniquement sur la logique du marché, loin des grandes déclarations idéologiques que l'on entend en Occident. Regardez les chiffres. Avec un baril qui flirte régulièrement avec les $100, les compagnies russes affichent une rentabilité insolente. La demande asiatique explose, et la Russie, loin d'être acculée, sélectionne désormais ses partenaires. C'est elle qui décide à qui vendre, quand et à quel prix. Elle n'a plus besoin d'accepter les conditions occidentales, ni de brader ses ressources à ceux qui la sanctionnent. La liste d'attente est longue, et chaque nouveau contrat signé à l'Est réduit encore la part de marché disponible pour les acheteurs européens ou japonais. Prenons un exemple concret. Le gaz naturel liquéfié produit à Sakhalin 2. Une grande partie de ce gaz part vers le Japon, qui en dépend fortement. Les prix, fixés par d'anciens contrats à long terme, sont actuellement bien inférieurs à ceux du marché spot. Côté japonais, c'est une aubaine. Mais est-ce dans l'intérêt de la Russie de continuer à vendre à ces conditions? Pas vraiment. Elle pourrait, d'un point de vue purement économique, arrêter ses livraisons sous-valorisées et rediriger le gaz vers des marchés plus lucratifs, en Chine ou en Asie du Sud-Est, où des acheteurs attendent et sont prêts à payer plus cher, et surtout, sans exigence politique. Et cette stratégie n'est pas improvisée. Dès 2014, après le premier choc des sanctions liées à la Crimée, Moscou avait entamé une réorientation méthodique de ses flux énergétiques vers l'Asie. À l'époque, on parlait surtout d'indépendance financière, de s'affranchir du dollar, de mise en place de circuits de paiement alternatifs.
Aujourd'hui, la même logique se déploie dans le secteur énergétique. Ce n'est pas une réaction de panique aux sanctions récentes, mais l'aboutissement d'une stratégie patiemment construite sur 10 ans. Résultat ? Même avec une production stable autour de 10 à 10,5 millions de barils par jour, la majeure partie est déjà allouée à des clients asiatiques. La Russie ne cherche pas à remplacer le Moyen-Orient sur tous les marchés. Elle vise à vendre chaque baril au meilleur prix à ceux qui en ont vraiment besoin. Et ça marche. Les nouveaux marchés du sud-est asiatique ne sont plus une promesse lointaine. Les contrats sont signés, les cargaisons expédiées, l'argent rentre. Cette nouvelle donne prive l'Occident de sa capacité de négociation. Les économies occidentales, autrefois en position de force, se retrouvent à la merci d'un fournisseur qui n'a plus besoin d'elles. Dans le même temps, les économies non alignées profitent de la situation pour renforcer leur sécurité énergétique et doubler l'Occident sur les contrats les plus avantageux. La Russie, elle, consolide sa souveraineté énergétique comme jamais. Mais tous les acteurs du marché ne bénéficient pas équitablement de ce nouvel ordre. Quand le G7 implore la Russie mais sabote ses propres alternatives, voilà l'ironie amère qui résume la situation actuelle. Prenons le cas du Japon. Aujourd'hui, son approvisionnement en énergie dépend à plus de 80% des importations, dont une grande partie doit passer par le détroit d'Ormuz, l'un des points géostratégiques les plus vulnérables du globe. Or, alors que Tokyo s'est aligné sur le plafonnement des prix imposés à la Russie, pensant y gagner en sécurité, le voilà piégé par sa propre politique. Ce n'est pas une image, c'est littéralement la troisième économie mondiale qui s'est enfermée, de son propre chef, dans un cul-de-sac énergétique. Personne n'a forcé le Japon à signer l'accord sur le plafonnement des prix, à soutenir les sanctions, ni à participer à l'embargo. C'était un choix délibéré, présenté comme une mesure de solidarité. Mais le résultat ? Le Japon se retrouve confronté à des prix de l'énergie bien plus élevés, tout en sachant que, si la crise s'installe, la pression sur son économie et sa balance commerciale deviendra rapidement insoutenable. Ceux qui se souviennent du choc pétrolier de 1973 voient sûrement le parallèle. À l'époque, le Japon n'avait pas sanctionné ses fournisseurs. Aujourd'hui, il l'a fait, et il en subit pleinement les conséquences. Mais ce n'est qu'une partie du problème. Car même si, en théorie, la Russie voulait augmenter ses exportations pour aider le G7, elle ne le pourrait tout simplement pas. Ce n'est pas seulement une question de volonté politique, mais de capacité physique. Les capacités d'exportation russes ont été réduites de 10 à 40%, non pas tant à cause des sanctions occidentales, mais à cause des attaques répétées contre les infrastructures, les ports, les terminaux d'export et les tankers. L'oléoduc Droujba, par exemple, est coupé par l'Ukraine. Les terminaux d'Ust-et-Louga, Primorsk et Novorossiysk subissent des frappes régulières et les navires transportant du pétrole russe sont pris pour cible. Le paradoxe atteint son comble. D'un côté, le G7 demande à la Russie de ne pas limiter ses exportations pour éviter une flambée des prix mondiaux. De l'autre, il ferme les yeux, voire encourage tacitement, les actions qui rendent l'exportation de cette même énergie quasiment impossible. C'est comme supplier quelqu'un de vous vendre du pain tout en détruisant son four. Le cynisme du message n'a rien d'une exagération. C'est la réalité brute du marché énergétique. Même en s'affranchissant des quotas OPEP+, ou en relançant la production, la Russie ne pourrait pas exporter davantage. La logistique, la flotte de navires, l'infrastructure sont tout simplement insuffisantes ou endommagées. Sur le gaz, la situation n'est guère meilleure. Les usines de liquéfaction tournent à plein régime, mais les volumes sont limités par le manque de méthaniers et les capacités techniques. Face à cette impasse, le Japon, comme d'autres pays du G7, se tourne alors vers ce qui reste. Le gaz naturel liquéfié des États-Unis ou de l'Australie, le pétrole du Moyen-Orient, à des prix beaucoup plus élevés, évidemment. Mais là aussi, la réalité est cruelle. Pour sécuriser ses besoins, le Japon n'hésite pas à surenchérir et à racheter le gaz initialement destiné aux pays pauvres, notamment en Asie du Sud-Est. Pourquoi ? Parce que Tokyo peut payer plus cher. Parce que quand la crise frappe, la solidarité passe après la survie nationale. Le résultat ?
Des hôpitaux, des écoles, des usines dans des pays où le revenu moyen est des dizaines de fois inférieur au Japon, voient leur livraison coupée ou rationnée. Le partenaire démocratique, chantre de l'aide au développement, devient, sous pression, le concurrent impitoyable qui rafle la dernière bouée de sauvetage. Et c'est là que tout le discours du G7 sur la solidarité et la gouvernance mondiale s'effondre. Car sur le terrain, les promesses d'aide se heurtent à la réalité des flux. Quand il faut choisir entre sa propre économie et celle des pays pauvres, le choix est vite fait. Les discours sur la transition énergétique ou la lutte contre la pauvreté énergétique volent en éclats face à la brutalité du marché. Celui qui peut payer, prend. Celui qui ne peut pas, s'efface. Et les promesses du G7 deviennent de simples lignes dans des communiqués, balayées au premier choc. Le risque pour le G7 ? Une crise de réputation d'une ampleur inédite. L'image d'un Occident solidaire, protecteur des plus vulnérables, se fissure. Une explosion des prix pourrait miner la stabilité économique interne, tandis que la perte de confiance dans ses propres institutions, aussi bien chez ses partenaires qu'au sein de ses populations, s'accélère. Pendant ce temps, les pays pauvres, eux, risquent de se retrouver privés d'une énergie vitale, réduits à l'impuissance face à la logique du plus fort. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement, et vers quel choix stratégique faut-il désormais se tourner ? C'est ce que nous allons explorer tout de suite. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir dire non. C'est peut-être la plus grande leçon de cette crise énergétique. La capacité de choisir, de prendre le temps, de refuser, c'est ça, la souveraineté. Aujourd'hui, la Russie n'a plus besoin de courir après les contrats ou les clients. Elle donne la priorité à la stabilité de ses flux, pas au volume. C'est la logique du fournisseur rationnel. Mieux vaut livrer moins, mais à des partenaires fiables, avec des marges élevées et un minimum de risque. Fini le temps où l'Occident pouvait imposer ses règles et ses prix. Fini aussi le temps des contrats de long terme signés à la va-vite, bradés ou rompus pour des raisons politiques. Ce sont précisément ces contrats, naguère dénigrés, qui font aujourd'hui la différence et se retournent contre ceux qui, hier encore, se croyaient en position de force. Regardez ce qui se passe avec le gaz russe. L'Europe tente de tourner la page, mais dans le même temps, elle supplie pour ne pas voir ses livraisons coupées. Le Japon, membre du G7, paie le prix fort pour racheter du gaz liquéfié. Non seulement il doit payer bien plus cher que le montant négocié dans ses anciens contrats avec la Russie, mais il concurrence directement les pays émergents qui, eux, n'ont pas les moyens de surenchérir. On touche ici à une réalité crue. Dans un marché tendu, c'est celui qui peut payer plus qui rafle la mise, peu importe les promesses politiques et les beaux discours sur la solidarité internationale. On retrouve la même mécanique avec l'or français et d'autres ressources stratégiques. Quand la confiance disparaît, quand le marché ne croit plus les communications officielles, il se tourne vers la réalité des flux physiques. Combien de tankers? Combien de barils? Où vont-ils vraiment? Les traders ne lisent plus les communiqués, ils regardent les données satellites, les ports, les pipelines. Le narratif ne suffit plus. Ce qui compte, ce sont les actes. Et ceux qui anticipent ces mouvements gagnent du temps, de l'argent et surtout de la sécurité. Voilà pourquoi la logique du pragmatisme s'impose face à l'idéologie. La Russie agit sans émotion, elle compte, elle observe, elle adapte sa stratégie. Le G7, lui, se retrouve à composer avec ses propres contradictions. Plafonner les prix, puis supplier d'augmenter les livraisons, critiquer la dépendance, puis chercher désespérément des alternatives, quitte à évincer les pays les plus fragiles du marché. Ce n'est pas une stratégie, c'est une navigation à vue. Ce qui doit nous alerter, c'est le risque de suivre des analyses obsolètes, de s'accrocher à des récits qui ne correspondent plus à la réalité du terrain. Ignorer les signaux faibles, comme ces tankers qui changent soudainement de route, comme ces contrats asiatiques qui se multiplient, c'est prendre le risque de s'aligner sur des décisions politiques dépassées et de subir passivement la prochaine onde de choc économique. La souveraineté énergétique, aujourd'hui, ce n'est plus seulement une question de ressources ou de technologie. C'est d'abord la capacité à voir clair, à diversifier ses sources, ses partenaires et surtout ses informations.
Ceux qui l'ont compris gagnent en résilience. Les autres prennent de plus en plus de retard. Alors, comment agir face à cette nouvelle donne? Quelle posture adopter face à la crise? C'est la question qu'on va se poser ensemble, tout de suite. Quand le monde change, seuls les lucides s'en sortent. Aujourd'hui, c'est un basculement historique qui se joue sous nos yeux. Pendant des années, on nous a répété que les sanctions allaient plier la Russie, que la force collective du G7 allait suffire à isoler Moscou, à l'obliger à supplier l'Occident pour un peu d'oxygène économique. Mais la scène qu'on observe aujourd'hui, elle est tout autre. Ce sont les ministres du G7 qui, dos au mur, lancent un appel d'urgence à la Russie et à la Chine, les suppliant de ne pas restreindre les exportations de pétrole et de gaz. Autrement dit, la cible initiale des sanctions est désormais celle qui tient la porte, qui choisit qui entre et qui sort. Ce renversement, il ne se joue pas seulement sur les tableaux Excel des économistes ou dans les rapports confidentiels des analystes. Il impacte directement notre quotidien, le prix de l'énergie qui flambe, la sécurité économique qui vacille, la dépendance qui change de camp. Regardons la réalité en face. La Russie n'est plus l'acteur subissant, elle est le décideur. Elle ne court plus après les acheteurs, ce sont les acheteurs qui font la queue. Fini le temps où l'Europe pouvait imposer conditions, prix, règles du jeu. Aujourd'hui, la Russie vend à qui elle veut, dans les conditions qu'elle choisit. Elle a su réorienter ses flux vers l'Asie, tisser de nouveaux partenariats solides, négocier des prix élevés et garder la main sur sa marge de manœuvre. Le plus frappant, c'est ce double discours permanent. D'un côté, Bruxelles jure de se passer du gaz russe, avec des deadlines, des plans, des discours enflammés, et dans le même temps, on demande discrètement à la Russie de ne pas refermer le robinet trop vite. Ce n'est plus de la diplomatie, c'est du pur déni. C'est le signe d'une perte totale de contrôle, d'une désorganisation qui saute aux yeux des marchés. Quand les décideurs du G7 convoquent une réunion d'urgence, les traders l'interprètent comme un signal de panique, pas de stabilité. Résultat, au lieu de baisser, les prix montent. Le marché voit clair. Les récits officiels ne trompent personne. Ce renversement des rôles, il a une conséquence majeure. La crédibilité de l'Occident est profondément entamée. Les sanctions, les embargos, les plafonnements, les attaques sur les infrastructures, tout cela était censé affaiblir la Russie. Mais à force de multiplier les coups, l'effet boomerang s'est retourné contre leurs auteurs. La Russie s'est adaptée, a bâti une alternative viable, pendant que le G7 se retrouve à constater la fuite du pouvoir réel. Les ressources énergétiques, hier point de vulnérabilité, sont devenues instruments de puissance. Pourquoi c'est crucial pour nous tous? Parce que tant qu'on reste prisonnier du récit officiel, on se prive de la possibilité de comprendre les vrais rapports de force, et donc de prendre des décisions éclairées. Penser que l'Occident contrôle encore le tempo, c'est risquer de mal anticiper l'avenir, de s'aveugler sur les véritables enjeux. Notre facture d'énergie, notre sécurité d'approvisionnement, notre souveraineté économique. Le vrai danger, ce n'est pas que la Russie devienne plus forte, mais que nous, en Occident, ne voyons pas que nous sommes déjà en train de perdre l'initiative. Ce moment nous invite donc à un sursaut de lucidité, à refuser la facilité des slogans, à questionner l'information prémâchée, à rechercher les faits derrière les discours. L'énergie n'est qu'un exemple, mais il révèle que le centre du pouvoir mondial se déplace, parfois là où on refuse de le voir. Face à ce monde qui change, restons critiques, autonomes, informés. Si vous tenez à comprendre les vraies dynamiques de pouvoir, au-delà du bruit médiatique, abonnez-vous. Ici, on analyse ce que d'autres préfèrent taire. À très vite pour décoder ce que les récits officiels ne vous diront jamais.